Salut, je me présente, je m'appelle Salma. Je suis tutrice de chimie et normalement vous commencez à me connaître vu que je vous ai fait aussi la vidéo sur le cours d'acide-base que je vous invite à regarder si vous n'avez pas compris le carnet ou si même vous découvrez le cours. Là, je vais vous présenter le cours d'oxydoréduction. C'était un cours que j'aimais bien quand j'étais en P1 parce que c'est vraiment pas un cours très compliqué. Honnêtement, si vous apprenez les formules, les exceptions, les méthodes et que vous vous entraînez sur les QCM, il y a zéro raison pour que vous ratiez le jour du concours. Franchement, pour moi, c'est des points faciles à gratter, donc vraiment à maîtriser. C'est pas un cours très compliqué et si vous le maîtrisez, vous pouvez être sûr de gagner des points le jour du concours. Donc voilà, ne pas faire l'impasse dessus. On va commencer avec la première partie, couple redox et réaction d'oxydoréduction. Qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction ? C'est un échange d'électrons entre différents partenaires, oxydants et réducteurs. Donc en gros, ça se présente comme vous pouvez le voir juste ici. L'oxydant, c'est un accepteur d'électrons et le réducteur, c'est un donneur d'électrons. Donc une oxydation, ça va correspondre à la perte d'un ou plusieurs électrons, vu que c'est un accepteur d'électrons, et vu que l'oxydant, c'est l'accepteur des électrons, et une réduction, c'est un gain d'un ou plusieurs électrons, vu que le réducteur, c'est celui qui va donner les électrons. Un couple redox, ça se présente de la manière que vous pouvez voir sur cette diapo. Vous avez l'oxydant qu'on met en premier. Ici, l'oxydant, c'est Fe3+, et le réducteur que vous mettez en deuxième, Fe2+. C'est toujours dans cet ordre-là. Vous avez un exemple juste ici d'un couple d'oxydoréduction. Ici, c'est l'oxydant et ici, le réducteur. Donc ici, vous avez l'oxydant et là, le réducteur. Là, c'est le sens de la réduction et là, le sens de l'oxydation. Le nombre d'oxydation, c'est ce qui va permettre de définir l'état d'oxydation d'un élément dans un ion ou dans une molécule. C'est une partie du cours qui est très importante. Il faut vraiment maîtriser le nombre d'oxydation parce que ça va vous permettre de faire énormément de choses comme équilibrer une réaction d'oxydoréduction. Et même, vous aurez des questions sur le nombre d'oxydation au concours. Si ce cours tombe, vous êtes sûr d'avoir une question sur le nombre d'oxydation. Donc le nombre d'oxydation, ça va représenter la charge qui peut être réelle ou fictive, qui se représente sur un atome d'un élément, si les électrons de chaque liaison à cet atome étaient attribués au plus électronégatif des atomes liés. Donc vous avez par exemple ici une molécule, NaCl. Donc dans cette molécule, vous avez deux atomes, donc le sodium et le chlore. Et le plus électronégatif, normalement, si vous avez suivi votre cours d'atomistique, vous savez que le plus électronégatif, c'est le chlore, vu qu'il est plus à droite dans, dans le tableau périodique. Du coup, c'est lui qui va avoir la charge négative. C'est vers lui que va aller l'électron. Donc, c'est lui qui va avoir la charge négative. Et le Na+, le Na, le sodium, c'est lui qui va avoir la charge négative. Donc, la charge positive, pardon. Donc, si on fait une ionisation, vous aurez Na+, et Cl-, et donc les nombres d'oxydation, ça va être les charges si on a une ionisation, et du coup, pour le sodium, ça va être plus 1, et pour le chlore, ça va être moins 1. On a un deuxième exemple, NH3. Donc, NH3, vous avez le N, donc l'azote et l'hydrogène. Pour l'azote, N3-, et pour l'oxygène 3H+. Alors pour l'hydrogène, pas pour l'oxygène, pardon, l'hydrogène. Pour l'hydrogène, c'est toujours une charge positive. L'hydrogène, c'est un élément donc par rapport à l'azote qui est moins électronégatif. Donc malgré certaines exceptions, normalement, l'hydrogène, c'est toujours positif. Là, vous avez 3 atomes d'hydrogène dans la molécule. Donc vous avez 3H+.
Et vu que vous avez 3 H+, vous avez 3 électrons qui vont aller vers l'azote, vu que pour chaque H+, qui est lié, pour chaque hydrogène lié à l'azote, dès que vous allez avoir une ionisation, l'hydrogène va aller vers l'azote. Du coup, vous avez N 3- et 3 H+. J'espère que c'est clair. J'essaie d'être le plus clair possible. Et du coup, le nombre d'oxydation, c'est la charge. Là, pour CO, donc vous avez le carbone et l'oxygène. Là, ça va être le nombre de liaisons. Donc CO, normalement, ça va être comme ça. Vous avez 2 liaisons entre les deux. Du coup, ça va être C2+ et O2-. Bon, l'oxygène, c'est toujours... son nombre d'oxydation, c'est toujours -2, à part pour certaines exceptions, mais sinon c'est toujours -2. Et ici, bon, ben, c'est 2- vu que la charge... Enfin, c'est -2 vu que la charge, c'est 2-. Et +2 pour le carbone, vu que la charge, c'est 2+. Maintenant, on va voir les règles importantes à suivre pour calculer le nombre d'oxydation d'un élément. Ça, c'est hyper important. Vraiment, je vous conseille de les apprendre par cœur. Vraiment, 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 c'est super, super, super important. Parce que on peut vous mettre des pièges, et si vous tombez sur des nombres d'oxydation, enfin, c'est presque sûr que vous tomberez sur des pièges. Le nombre d'oxydation d'un atome seul, donc ça c'est la première règle, le nombre d'oxydation d'un atome seul ou d'un atome qui est combiné à un ou plusieurs atomes du même élément est égal à 0. Donc là par exemple Cl, donc pour Cl2, normalement ça va être comme ça, vous allez avoir une liaison entre les deux. Et du coup, vu que c'est une liaison entre deux atomes pareils, normalement le nombre d'oxydation des deux atomes va être égal à 0. Là, c'est un atome seul, donc c'est égal à 0. Et là, pareil, c'est un atome seul, donc c'est égal à 0. Là, vous voyez la liaison entre deux atomes, deux mêmes atomes. Donc, le nombre d'oxydation de cet élément va être égal à 0. Deuxième règle importante à suivre, c'est le nombre d'oxydation du fluor est toujours égal à 1. Donc ça, c'est à apprendre, le nombre d'oxydation du fluor, toujours égal à 1. Autre règle importante, l'oxygène, de façon générale, a un nombre d'oxydation égal à -2, avec tout de même 2 exceptions. Donc ça, je vous l'ai dit dans une diapositive précédente, je vous avais dit que l'oxygène, c'était toujours égal à -2. Il y a 2 exceptions. Alors, normalement, je vous les ai mises dans le diapo. Pour F2O, c'est +2. Pourquoi ? Parce que ça vient de la différence d'électronégativité entre les atomes d'oxygène et de fluor. Donc l'atome de fluor est plus électronégatif que l'atome d'oxygène. Donc quand on va attribuer les électrons lors de l'ionisation aux différents atomes, normalement les électrons iront vers le fluor. Du coup, on aura un O de plus, et du coup le nombre d'ionisation sera égal à +2. Pour H2O2, ici c'est égal à -1. Ça c'est parce que c'est dû à la symétrie de la molécule. Les deux atomes d'oxygène sont chacun reliés entre eux par une liaison covalente et liés chacun à un hydrogène. Donc là, vous avez en rouge les atomes d'oxygène et là les atomes d'hydrogène. Et les deux sont liés par une liaison. Mais sauf qu'on a dit que deux mêmes atomes qui étaient liés avaient un nombre d'oxydation qui était égal à 0. Et là, vous avez une liaison. Chacun des oxygènes
est lié à un atome d'hydrogène. Donc ici, le nombre d'oxydation, ça va être -1 pour chacun des oxygènes et +1 pour chacun des hydrogènes. Pour la quatrième règle, le nombre d'oxydation de l'hydrogène est généralement égal à +1, sauf dans les hydrures métalliques, comme celui qu'on a juste ici. Donc H toujours égal à +1, donc sauf ici. Pourquoi? Parce que l'aluminium, par exemple ici, est un atome électropositif plus que l'hydrogène. Donc dans ce cas, les électrons, si vous avez compris le principe, ils vont vers l'hydrogène. Donc le nombre d'oxydation ici de l'hydrogène est égal à -1. Cinquième règle, elle permet de calculer le nombre d'oxydation d'un ion simple qui sera égal à sa charge. Donc Ca2+, nombre d'oxydation, +2. Si vous avez Na+, nombre d'oxydation, +1. H-, nombre d'oxydation, -1. Enfin, c'est toujours comme ça, c'est égal à la charge. Pour la sixième règle, la somme des nombres d'oxydation d'un ion complexe sera égale à la charge de cet ion. Donc ça, c'est à apprendre par cœur pour les exercices. Vraiment, c'est à savoir faire. Ici, vous avez un ion complexe et à la fin, vous avez une charge, c'est 2-. Donc, la somme des nombres d'oxydation de cet ion complexe est égale à -2. Ici, vous avez le nombre d'oxydation du chrome et ici de l'oxygène. Pour la septième règle, la somme des nombres d'oxydation des éléments d'une molécule sera égale à 0. Donc là, on a une molécule et non pas un ion complexe, vu qu'on n'a pas du tout de charge. La charge, c'est 0, enfin c'est neutre, du coup, la somme sera égale à 0. Et pareil, après, c'est le même principe pour la somme que pour les ions complexes. Huitième règle, le nombre d'oxydation des éléments non métalliques peut être multiple. Et ici, on nous donne la méthode pour prévoir la multitude des nombres d'oxydation possibles. Donc on vous dit en fait que Na, c'est le nombre d'électrons de couche externe. Et du coup, le nombre d'oxydation, ça va être entre Na, les nombres d'oxydation sera entre Na-8 et plus Na. Donc pour par exemple l'azote, on sait qu'il a 5 électrons dans sa couche externe. Donc 5 moins 8, c'est -3. Du coup, ces nombres d'oxydation, ça sera ça sera entre -3 et 5. Voilà, on a vu toutes les règles à apprendre pour les nombres d'oxydation. Maintenant, on va passer à l'équilibrage d'une réaction d'oxydoréduction. C'est une partie hyper importante. C'est impératif de savoir équilibrer une réaction d'oxydoréduction. Et pour cela, vous avez deux méthodes. Vous avez les deux méthodes dans cette diapo. Vous pouvez prendre une capture de la diapo, sinon vous avez tous les détails dans le carnet que je vous conseille de lire en même temps que vous regardez les vidéos. Ça, c'est important. Vous n'avez pas besoin de connaître les deux méthodes. Moi, perso, j'utilisais qu'une seule méthode. C'était la méthode par les éléments H2O, H+, par les éléments H+, et l'eau. Donc, pour équilibrer une réaction d'oxydoréduction par les éléments, il faut suivre différentes étapes. Là, je vais vous montrer la méthode que j'utilisais avant. Il faut d'abord écrire les demi-réactions redox de chaque couple. Donc, normalement, vous aurez deux couples. Pour chacun des couples, vous devez écrire les demi-réactions. Avec les électrons. Ensuite, vous allez équilibrer les oxygènes par H2O.
Donc si dans un endroit vous avez plus d'oxygène, enfin si dans une partie de la demi-réaction vous avez un oxygène et dans l'autre vous n'en avez pas, ben, vous devez équilibrer avec H2O. Ensuite équilibrer les hydrogènes par H+, et ensuite équilibrer les charges par les électrons. Ensuite, il faut équilibrer le nombre d'électrons entre les deux couples redox et écrire la réaction équilibrée. Et après, contrôler l'équilibrage pour les éléments et les charges. Il faut absolument avoir les mêmes charges des deux côtés, le même nombre d'éléments des deux côtés. Vous ne pouvez pas avoir d'un côté 2H et de l'autre en avoir 3 ou en avoir 1 ou en avoir 5. Enfin, si d'un côté vous en avez 2, de l'autre côté vous en avez forcément 2. Si un côté est positif, l'autre aussi doit être positif. Vous ne pouvez pas avoir un côté de charge positive et l'autre de charge neutre ou négative. Après, vous avez par le nombre d'oxydation des éléments. Donc ici, vous avez une réaction entre deux couples d'oxydoréduction qui n'est pas équilibrée. Donc on va équilibrer. Vous avez deux couples. Normalement, comme je vous ai dit, on met l'oxydant en premier. Donc normalement, comme je vous ai dit, on met l'oxydant en premier et le réducteur en deuxième. Là, vous avez les deux couples. Donc lui, c'est l'oxydant, l'autre, c'est le réducteur. Ici, on vous dit que le cuivre, il a un nombre d'oxydation égal à 0. C'est normal vu que c'est un atome neutre. Et vous avez Cu2+, qui a un nombre d'oxydation égal à plus 2. Donc entre les deux, en fait, vous avez plus 2. Donc on a une oxydation avec 2 électrons. Ensuite, pour NO3-, là c'est un ion complexe. Du coup, on va faire pour chacun des atomes. Pour l'oxygène, c'est -2, c'est toujours égal à -2. Et pour l'azote, c'est +5. Pour le deuxième, donc NO, pour l'oxygène, c'est -2 et pour l'azote, c'est +2. Donc entre les deux, en fait, vous avez une réduction de 3 électrons. Maintenant, vous avez ici les deux demi... ici, vous avez une des demi-équations, des demi-réactions, et la deuxième ici. Et ensuite, vous additionnez les deux, et après, vous les équilibrez. Vous équilibrez... vous équilibrez chacune, et ensuite, vous les additionnez. Et normalement, vous trouvez les deux équilibrés. Et si elles ne le sont pas, faut les équilibrer. Il faut avoir le même nombre d'atomes, d'éléments, de charges des deux côtés. Ça, c'est hyper important. Vous voyez, à la fin, vous pouvez faire ça. Vous pouvez relever chacun des éléments, comme juste ici, là. Donc ici, vous avez 3 cuivre, 2 azote. Pour les oxygènes, vous en avez 6. Et hydrogène, vous en avez 8. Du coup, de l'autre côté, vous devez trouver la même chose. Et en vrai, pour cette méthode, vous êtes obligé de maîtriser cette méthode. Après, vous utilisez celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Après, en exercice, moi perso, j'étais plus à l'aise avec celle-ci. Mais je connais des gens qui utilisaient celle-ci. Du coup, chacun fait ce qu'il veut. La prof, de toute façon, ne vous demande pas de maîtriser les deux. Elle vous demande d'utiliser celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Alors, dernière partie du cours, c'est, on va voir les différentes formules différentes formules qu'il faut apprendre. Là, on va parler de l'enthalpie libre d'une demi-réaction redox. Donc ici, vous avez une demi-réaction. Et pour cette demi-réaction, vous avez par exemple la valeur Q, qui est la valeur, c'est la charge transférée lors de l'oxydation ou réduction d'une mole de composé. Donc N, c'est le nombre d'électrons échangés. Vous l'avez juste ici.
c'est le même N qui est utilisé ici. Et F, c'est la constante de Faraday et vous avez ici sa valeur. Alors normalement, la constante, vous n'avez pas besoin de la prendre, vous l'avez dans la table des constantes du concours. Mais ça, il faut voir avec la prof. Nous, on l'avait l'année dernière, donc normalement, vous aussi, vous l'aurez. Pour l'enthalpie libre, donc l'énergie libre, c'est juste ici. Ça va être du coup E, le potentiel E, fois la charge Q. Du coup, la charge Q, c'est aussi N fois F, du coup, delta RG, du coup, qui est l'énergie libre. C'est cette formule. Vous avez aussi l'enthalpie libre standard. C'est la même chose que l'enthalpie libre, l'énergie libre, mais juste avec un potentiel standard de réaction au lieu juste d'un potentiel E. Ça, c'est... Enfin, il n'y a pas vraiment de choses à expliquer, c'est vraiment des formules qu'il faut apprendre par cœur. On peut vous demander de calculer l'enthalpie libre ou la charge Q, enfin, c'est ça à apprendre. Vous avez ici maintenant le potentiel de Nernst. Ici, vous avez une demi-équation, enfin une demi-réaction. Et pour cette demi-réaction, vous avez cette formule à apprendre par cœur. Enfin, on peut vous demander de calculer le potentiel de Nernst et avec cette formule. Ici et ici, c'est exactement la même formule. Enfin, ici et là, c'est exactement la même formule. Sauf que juste dans celle-ci, on a remplacé les constantes. C'est pour ça qu'ici, vous avez 0,06 sur n. C'est juste qu'on a remplacé après R, T et F. Avec les valeurs qu'on avait. Alors le potentiel de Nernst, c'était super important à maîtriser parce que ça va vous permettre de faire la règle de gamma. Alors la règle de gamma, c'est pour prévoir si une réaction entre un oxydant et un réducteur de deux couples va pouvoir s'effectuer. Normalement, alors la règle de gamma, c'est comme ça. Vous avez une flèche et vous avez des couples redox qui sont mis en fonction de leur valeur de potentiel standard. Donc plus le potentiel standard est grand et plus le couple va être haut, sur la flèche. Du coup, normalement, vous devez pouvoir faire un gamma quand vous reliez, oui, quand vous allez relier du coup chacun des éléments des deux couples. Du coup, normalement, l'oxydant, celui-là, il peut réagir avec ce réducteur-là. Et cet oxydant, donc le deuxième, peut réagir avec celui-là. En gros, pour que la réaction soit possible, il faut que le potentiel standard du premier oxydant, enfin de l'oxydant du premier couple, soit supérieur au potentiel standard du réducteur du deuxième couple. Si par exemple vous aviez un gamma à l'envers, du coup en fait que votre gamma il faisait ça, c'est pas bon. C'est faux. Il faut absolument que ce soit comme ici. Voilà, normalement je vous ai mis des exemples sur le carnet, n'hésitez pas à voir.
Je vous ai normalement bien expliqué dans le carnet. J'ai essayé de faire de mon mieux dans cette vidéo. Du coup, voilà. S'il y a une chose que vous n'avez pas comprise dans n'importe quoi sur le diapo, n'hésitez pas à voir le carnet où j'ai essayé d'expliquer de manière différente. Comme ça, vous avez deux explications. Et sinon, si vous avez encore des questions, vous pouvez bien sûr me demander sur le forum ou alors le Discord. Voilà, bonne révision!